Recording is on. Bonjour à tous, je me présente Guillaume Lanfranchi, président d'Ingechef, une association qui a pour cœur de valoriser le cadre d'emploi des ingénieurs en chef. Et ça passe par des actions comme cette conférence de ce soir sur la donnée. On va d'abord faire un échange avec Nicolas Rougeau de la CASDEN qui nous a accompagnés pendant toute l'étude qui s'est déroulée déjà depuis plus d'1 an et qui a été le fruit d'un groupe de travail d'adhérents d'Ingechef qui vous seront présentés par Folco et Benoît Vernière, Folco Laverdière et Benoît Vernière. On remercie aussi beaucoup Folco qui a tout organisé ce soir et qui animera le débat qui suivra justement la présentation de cette étude. Ensuite, on aura Philippe Rapin d'Urban Radar et Benjamin Jean, Inno3, je crois que c'est comme ça qu'on dit, qui animeront avec Folco le débat sur ce sujet de la donnée. Et puis, on terminera avec un échange avec Madame Dolores Lahope, qui est vice-présidente de l'association des DRH des grandes collectivités pour voir les perspectives en matière de ressources humaines. Donc voilà, je vous remercie tous d'être présents et je vais passer la parole à Nicolas Rougeau pour qu'il nous explique un peu en quoi la CASDEN a pu justement nous aider et pourquoi elle s'investit dans ce type d'études. Bien, bonjour à toutes et tous. Alors, en consultant le programme, vous avez très certainement vu le logo CASDEN et vous avez très certainement constaté que le slogan de la CASDEN, c'était « La banque coopérative de la fonction publique ». Alors, être la banque coopérative de la fonction publique, ça ne se limite pas à simplement s'affirmer comme tel et à appliquer une signature en bas d'un logo. Alors oui, on est une banque coopérative dont la mission première est d'accompagner les agents dans la réalisation de leurs projets aux meilleures conditions, mais pas que. La CASDEN, c'est aussi effectivement une organisation de l'écosystème de la fonction publique, issue de l'économie sociale et solidaire et partageant les valeurs du service public. C'est aussi une organisation qui est désireuse d'apporter sa pierre à l'édifice, à la construction de ce que sera la fonction publique de demain. Et pour ce faire, on s'engage quotidiennement afin de conduire ou d'accompagner des actions autour des enjeux, des enjeux majeurs portés par les organisations publiques, notamment les collectivités territoriales. Alors, ces enjeux, ils sont divers et variés. Il y a des enjeux RH, des enjeux d'image et de valorisation de la fonction publique, des enjeux autour des problématiques écologiques, des enjeux autour de l'amélioration de la qualité du service public et bien d'autres. Il y a aussi effectivement lorsque donc l'association Ingechef nous a sollicité pour bénéficier d'un accompagnement sur la réalisation d'une étude autour de la gouvernance de la donnée par les communs. Vous vous doutez bien que, étant donné les valeurs portées par la CASDEN, on n'a pas réfléchi, on n'a pas hésité une seule seconde et on a décidé de les accompagner. Donc accompagnement financier, accompagnement au travers effectivement donc, de nos réseaux. Et on a effectivement souhaité les accompagner, d'autant qu'on considère, et je pense que tout le monde autour de cette table considère aussi la même chose, c'est que la donnée, c'est une ressource primordiale et précieuse, pouvant servir l'intérêt général, et que donc son pilotage, sa valorisation, sont effectivement des enjeux majeurs d'amélioration du service public. Bon, après, effectivement, je ne doute pas que Benoît et Folco, qui ont participé activement donc, à la réalisation de cette étude extrêmement pertinente, en parleront bien mieux que moi. Et donc, je vais laisser place à cette conférence. Alors, juste un dernier petit mot quand même, avant de laisser la parole à Benoît Folco. Je souhaitais quand même remercier l'association Ingechef pour la qualité des échanges et la qualité du partenariat, et puis nous avoir offert l'opportunité d'inaugurer donc cette conférence. Et bien sûr, je remercie tout le monde dans l'assistance d'avoir pris le temps de nous écouter. Voilà, une bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Folco et Benoît, je vous propose d'entamer la présentation de l'étude. Très bien, merci. On va faire une présentation à deux voix. Donc, on était 5 partenaires à réaliser cette étude et on la présente à deux. Donc, le plan qu'on vous propose aujourd'hui, donc c'est faire un premier panorama de la gestion actuelle
des données telles que nous on l'a perçue et vous verrez qu'on l'a partagé avec un centre d'experts. On s'est posé la question ensuite sur la donnée comme commun, selon le concept développé notamment par l'économiste Elinor Ostrom, prix Nobel de l'économie, et savoir quels avantages on pouvait apporter, tirer en tout cas de cette approche-là. Et puis après, pour être un peu concret, on va vous proposer quelques éléments de méthode si vous étiez intéressé pour passer à l'action. Donc je laisse la parole à Benoît. Oui, on va y aller. Donc moi, ce qu'on va faire là, puisqu'on ne veut pas abuser non plus de votre temps, on va faire une présentation très synthétique des choses, simplement pour vous dire, parce que c'est quand même important. Voilà, l'étude elle a été réalisée donc par 5 ingé-chefs, Yosr Gberi, Folco Laverdière, Jérémy Lemarie, Émilie Ruine et moi-même, entre juillet et décembre 2020. On est l'idée de démarrage, c'est justement ce concept de commun dont on reparlera, et de se dire que si on considérait les données comme un commun, qu'est-ce que ça peut donner à voir pour l'action publique, le service public en termes de gestion des données. Et la méthode qu'on a suivie, c'est une méthode en se basant tout d'abord sur la biblio, sur une analyse bibliographique, puisque je dirais que quand on a commencé, on avait de vagues notions. On a essayé de s'armer un petit peu au plan intellectuel, et puis ensuite d'avoir des échanges avec des gens qui ont mené des réflexions justement sur des systèmes de gestion de données qui pouvaient s'apparenter de près ou de loin à une gestion telle que celle des communs, et avec des entretiens aussi avec des experts qui étaient issus de collectivités, des chercheurs, d'activités de conseil, d'entreprises, etc., pour essayer de croiser les regards et ne pas rester dans, comment je dirais, dans un résumé d'une pensée universitaire, aussi intéressante soit-elle, mais de le confronter aussi à des expériences de praticiens. Voilà, donc je vais essayer de vous tracer à très grands traits ce qu'on a pu se dire. Nous, on est parti aussi, en premier lieu, de la gestion actuelle des données. Comment est-elle réalisée, en essayant de se centrer sur les données qui peuvent servir justement aux missions d'intérêt général. C'est le graphique que vous avez sous vos yeux là. On a essayé de résumer un peu les différentes données et les différents systèmes de gestion qui existent aujourd'hui, en France notamment, sur la gestion des données pour des missions d'intérêt général. Sachant qu'il y a aujourd'hui, je vais vous le dire de façon je vais essayer de le faire de façon très synthétique, mais on a deux mouvements. On a un mouvement qui est globalement d'ouverture des données dites publiques. On va le voir, c'est l'open data. Et puis un autre mouvement qui est la protection des données personnelles, qui a donné lieu notamment à la CNIL et à un certain nombre de choses en France. Et c'est ce double mouvement d'ouverture, de fermeture, qui aujourd'hui explique un peu la situation de la gestion des données telle qu'elle est faite en France, et notamment par les collectivités. Donc, quand on a regardé un petit peu la gestion des données dans des missions d'intérêt général, ce qu'on a vu, c'est qu'on a 3 grands types de données avec des problématiques différentes. On en a une première, c'est l'open data. Donc, l'open data, c'est la mise à disposition par des collectivités, par l'État ou par des organismes publics de données. Folco, je veux bien que tu remets-toi sur la slide d'après, ça sera plus simple. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on voit en rouge. Donc, le principe, c'est de le mettre à disposition pour que des gens puissent s'en saisir et puissent, soit au travers d'applications, soit au travers de logiciels, s'en emparent pour pouvoir les utiliser. C'est une mise à disposition qui est simple, sans accompagnement. Et donc là, le sujet de l'open data aujourd'hui, c'est que la valeur ajoutée, souvent des données, elle est captée par des acteurs privés spécialisés. Ce qu'on voit également avec la généralisation de l'open data, premièrement, c'est quand même, aujourd'hui, on n'est pas encore à maturité sur ce processus-là, puisque la mise à disposition de données, elle suppose un travail en interne des organismes publics pour simplifier, rendre lisible la donnée qui n'est pas toujours fait, et également pour l'anonymiser. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des risques de plus en plus avérés. On a eu plusieurs jugements qui ont eu lieu ces 3 dernières années sur des risques liés au recoupement de données. Ça, c'est le premier champ de données, premier champ de gestion de données. On en a une deuxième qui est donc les données personnelles massifiées. On va faire un petit aller-retour avec la slide d'avant pour que vous puissiez situer un peu ce dont je parle. Donc là, ce sont souvent des données personnelles
issues des citoyens, des usagers qui remontent vers des collectivités. Ce sont des données qui sont le plus souvent donc anonymisées et dont on peut se servir, notamment sur l'usage d'un bien public ou sur des utilisations. Excusez-moi, j'ai perdu un peu le fil. Qui peut permettre d'améliorer un service d'intérêt général. Alors, on a un enjeu sur ces données-là qui est l'enjeu d'accès pour les collectivités, puisque assez régulièrement, ces données personnelles massifiées, elles peuvent être captées soit par, par exemple, une entreprise qui gère un service public, un délégataire de service public, ou, je vais prendre un autre exemple, par une plateforme numérique qui va capter ces données-là. Donc, on va avoir un enjeu d'accès très fort. On a également un sujet aujourd'hui sur ces données assez prégnant qui est la faible connaissance des citoyens sur ce sujet-là et également les effets possiblement contre-productifs de l'utilisation de ces données au regard de l'utilisation d'un bien commun. Voilà, ça c'est le deuxième grand champ qu'on a pu voir. Et enfin, on a les données personnelles où là, l'utilisation de ces données, elle est évidemment marquée par la mise en œuvre du RGPD. Le RGPD qui a pour enjeu, pour objectif, notamment de construire un cadre de confiance qui permette à ce que ces données puissent être mises à disposition, utilisées pour que leur valeur ajoutée puisse être mise au bénéfice de tous et toutes. Ce qui apparaît aujourd'hui, c'est que cette mise en œuvre aujourd'hui, elle est plutôt inaboutie. On a une maîtrise insuffisante par les usagers de cette donnée. Alors, bien évidemment, on a des expérimentations sur certaines collectivités, sur le self-data, qui sont des dispositifs justement de protection de ses propres données. Ce qu'on voit, en tout cas, sur les données personnelles, c'est qu'on a un enjeu très très fort qui est de pouvoir accompagner les citoyens dans cette démarche d'appropriation. Donc, je vous renvoie pour plus de précision au petit rapport qu'on a pu commettre qui est disponible justement sur le site d'IngeChef, qui vous permettra d'avoir une vision un peu moins synthétique peut-être. Mais ce qui apparaît vraiment très clairement aujourd'hui sur les données en tant que telles, c'est l'utilisation, l'ouverture des données, elle suppose quand même d'avoir des objectifs structurés. Des objectifs au-delà de l'ouverture des données. C'est-à-dire que lorsqu'on utilise des données, lorsqu'on ouvre les données, c'est pas simplement pour la donnée, c'est au service de politique publique, c'est au service de services publics, et il faut souvent que les collectivités ou les acteurs publics qui sont impliqués dans cette démarche soient au clair sur les objectifs qu'ils poursuivent. De façon générale, aussi, ce qu'on peut constater lorsqu'on parle d'insuffisante maturité des collectivités sur les données, c'est de pouvoir se doter d'une stratégie générale sur les données qui permettent justement de piloter les politiques locales, territoriales. Ce qu'on constate également, c'est toujours pareil, c'est sur cette stratégie générale, elle déborde bien évidemment le champ technique, je dirais, d'utilisation de la donnée, mais il faut également que les acteurs publics puissent intégrer des métiers de valorisation des données et que ce champ-là puisse apparaître, je dirais, également dans les administrations et les technostructures. L'autre chose qui est évidente aujourd'hui sur la gestion des données, sur l'ouverture des données, sur l'utilisation des données au bénéfice des missions d'intérêt général, c'est qu'il faut pouvoir créer des cercles vertueux. Créer des cercles vertueux entre les fournisseurs de données et les appropriateurs, c'est-à-dire les acteurs qui vont utiliser ces données, soit pour des plateformes, pour développer des services ou pour améliorer la gestion qu'ils ont d'un service public. Cela suppose, pour les acteurs publics, d'avoir une capacité et une compétence de négociation avec ces différents acteurs. Ce que l'on va voir avec la notion de commun, et ce qui nous a intéressé, c'est que justement, la notion de commun, c'est la gestion d'un bien public au travers d'un collectif. Et c'est ce qui nous est apparu comme réellement intéressant et que je vais vous détailler un peu plus avant.
Enfin, dernière chose qui nous semble très importante et qui souligne aussi, je dirais, le rôle que peuvent jouer, selon nous, les collectivités dans ces dispositifs, c'est non seulement donc la nécessité donc d'avoir ces collectifs et ces cercles de confiance à des échelles territoriales, mais c'est aussi de pouvoir accompagner les usagers, les citoyens, pour qu'ils aient une meilleure compréhension de ces enjeux sur les données, notamment des maîtrises de leurs propres données, mais aussi de donner à voir ce que ça peut amener en termes de gestion de biens publics. Voilà, alors donc, maintenant que je vous ai parlé un peu des données et de comment elles sont gérées actuellement, des problématiques qu'on a pu discerner, peut-être juste revenir sur la notion de commun. Donc, la notion de commun, c'est issu en fait de systèmes de gestion de ressources naturelles qui remontent au Moyen-Âge. Le terme commun vient des commons qui apparaissent en Angleterre, notamment au XIIIe. Et donc les commons, au démarrage, ce sont des terres sur lesquelles il n'y a pas de propriété individuelle, mais il y a une gestion par un collectif, donc par un village, de l'utilisation qui peut être faite de ce bien commun. Donc le principe d'un commun, c'est souvent qu'on a un distinguo assez fort entre le système de ressources, donc le stock, je dirais, la ressource en tant que telle, et l'unité de ressources, c'est-à-dire le flux, l'utilisation qui va être faite de ce système de ressources. Le principe même d'un commun aussi, c'est qu'il se structure autour de 3 grands acteurs dont j'ai commencé à vous parler précédemment. On a les fournisseurs, on a les producteurs et on a les autres propriétaires. Ce qui est très important là-dedans, c'est que justement, un commun, c'est bien les producteurs, les fournisseurs, les autres propriétaires et un système de règles commun qui permet de définir comment sont prélevées les ressources et par qui. Dernière chose qui est intéressante dans les communs, c'est que justement, le commun, ça n'est pas une collectivité publique le plus souvent. Là, il faut bien faire le distinguo entre les acteurs du commun qui gèrent une ressource commune. Donc, par exemple, dans le cadre des données, les acteurs d'un commun autour de la donnée, ça pourrait être des fournisseurs de données, des acteurs privés, notamment des plateformes qui ont besoin de ces données pour pouvoir générer une application, un service, et les collectivités publiques qui elles-mêmes gèrent des biens publics. La notion même de commun, justement, elle permet de remettre, je dirais, les collectivités publiques dans un système plus large et dans une relation avec des tiers sur la gestion de la ressource commune. Le principe également, qui est important de saisir dans un commun, c'est qu'un commun, c'est une autogouvernance, en fait, pour la gestion d'une ressource commune. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que ici, ce qui nous a intéressé pour les données, c'est que le territoire nous apparaît comme quelque chose de pertinent pour organiser des communautés restreintes permettant d'assurer une gestion des données dans un cadre de confiance dans lequel la collectivité, les collectivités et les acteurs publics ont un rôle majeur à jouer. Donc peut-être sur la mise en œuvre de commun, je vais laisser la parole à Folco sur les enjeux d'une mise en œuvre concrète d'un commun. Merci Benoît. Donc effectivement, il y a pour nous 3 questions à se poser pour la mise en œuvre de communs. La première, c'est la mise en place des communs. Lorsqu'on part de rien, il faut savoir que construire le système de ressources, ça a un coût. Ça demande de l'investissement, à la fois pour construire le système de ressources, mais aussi pour le maintenir dans le temps et pour qu'il ait un niveau de qualité suffisant pour apporter les services et pour l'ensemble des acteurs qui participent à la communauté. Donc ça, c'est important de définir qui construit, qui maintient et qui investit là-dessus. Les collectivités peuvent jouer un rôle, par exemple, dans ce domaine-là, et certaines l'ont déjà fait. Ensuite, c'est la question des engagements crédibles, c'est-à-dire que le système des communs, en fait, donc avec des acteurs qui prélèvent la ressource, c'est qu'il faut bien définir des règles
pour que on n'ait pas un système où on ait un épuisement de la ressource par des usages inappropriés, mais plutôt un développement de la ressource, par la mutualisation, par la construction. Et donc, ça nécessite de fixer un certain nombre de règles communes. Et donc, c'est ça, les engagements sur lesquels il faut chacun travailler, membres de la communauté, en tout cas ceux qui souhaitent participer à la communauté. Et puis, le dernier point qui est développé notamment par Elinor Ostrom, que j'ai cité tout à l'heure, c'est pour vérifier que les engagements sont bien respectés et que le système peut être pérenne. Ça nécessite une surveillance mutuelle des acteurs avec un système de sanctions qui soit défini au préalable et sur lequel tout le monde se mette d'accord pour en effet veiller au respect des engagements de chacun. Donc pour nous, à l'issue de notre réflexion, on est convaincu que les collectivités territoriales peuvent jouer un rôle central dans la constitution des communs, avec une posture particulière à définir et qui est peut-être différente de celle qu'elles ont majoritairement aujourd'hui concernant la gouvernance de la donnée. Alors, si on va dans les aspects un peu opérationnels de la mise en œuvre de communs pour les collectivités ou les acteurs qui souhaiteraient mettre en place des communs en matière de données, le premier point qui est important, c'est de dire que les données sont un enjeu pour l'ensemble des politiques publiques et pour l'ensemble de la collectivité. Bien souvent, la gestion des données ou la politique de la donnée ou la politique de l'ouverture des données sont souvent concentrées dans les collectivités au niveau de services ou de direction. Et dans peu de collectivités, on a pu analyser des contre-exemples. C'est le cas de la métropole de Nantes ou la métropole de Grenoble. C'est important de bien définir une stratégie générale qui implique à la fois le politique, mais aussi l'ensemble de l'administration pour définir un cadre stratégique de la donnée et essayer de définir quel objectif pour les politiques publiques on va tirer de cette stratégie de la donnée. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'est-ce qu'on va mettre en commun et qu'est-ce qu'on recherche. Donc là, ça demande un travail important d'état des lieux des données disponibles. Donc ça, c'est une démarche un peu classique, mais il est important de bien définir ce qu'on recherche et c'est là où on peut identifier un certain nombre d'acteurs qui peuvent être mobilisés pour faire partie de la communauté et pour construire ce système de ressources. Et enfin, engager la construction du commun. Donc là, c'est important pour la collectivité de clarifier ses attentes et d'analyser aussi le positionnement des différents acteurs, que ce soit des acteurs socio-économiques, des entreprises du territoire qui peuvent avoir des objectifs, des intérêts différents. Pour en tout cas définir cette stratégie, il nous semble important de bien comprendre le jeu d'acteurs et que la collectivité soit très claire dans ses intentions lorsqu'elle veut mettre en place ces communs. Donc, pour aller un peu plus dans le concret, je vais parler d'un sujet qui intéressera notamment un des experts qui va intervenir tout à l'heure, Philippe Rapin. C'est la question des mobilités. C'est sans doute une des politiques publiques sur laquelle la question de l'ouverture des données et de la gouvernance des données est la plus prégnante, ou en tout cas sur lesquelles les collectivités se sont saisies assez rapidement. Donc là, si on prend un cas d'application sur les orientations de la loi d'orientation des mobilités de 2019, il y a deux choses principales qui nous concernent aujourd'hui dans cette loi d'orientation des mobilités. C'est la première chose, c'est le rôle renforcé des collectivités, que ce soit région ou intercommunalité, pour définir et organiser la mobilité sur un territoire cohérent, donc sur ce qu'on appelle les bassins de mobilité, et le faire en prenant en compte au maximum l'ensemble des parties prenantes,
donc des usagers, des employeurs, des entreprises, des acteurs, et en prenant en compte aussi les fournisseurs de services et les entreprises qui se positionnent sur ce champ. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est sur le fait que il y a une demande, ou en tout cas dans la LOM, un renforcement de l'obligation d'ouverture des données de mobilité, à la fois des acteurs publics, mais aussi des acteurs privés, pour que ces données puissent servir à améliorer le système et faire en sorte que les services de mobilité répondent le mieux aux besoins. Donc nous, on a vu dans une application directe de cette LOM au niveau des territoires et des bassins de mobilité, la possible formation d'un commun des mobilités avec plusieurs parties prenantes. Donc les collectivités qui sont autorités organisatrices, mais aussi les acteurs économiques qui sont de plus en plus nombreux à développer des services, à proposer donc sur la mobilité partagée, par exemple, sur les modes actifs, sur un certain nombre de nouveaux services et qui ont intérêt, eux, à développer leur modèle économique et qui ont besoin de pouvoir s'appuyer aussi sur un système organisé de mobilité à l'échelle de la collectivité. Et puis après, on a les acteurs, parties prenantes, qui connaissent bien les besoins des usagers, les besoins des entreprises, mais aussi les sujets de solidarité et de mobilité inclusive. Donc pour nous, la méthode qui peut être construite pour essayer de construire ce système de gouvernance de données, c'est déjà créer un espace de travail spécifique entre les différents fournisseurs appropriateurs, donc parmi les acteurs que j'ai cités tout à l'heure. Moi, je viens d'une collectivité, une région qui est autorité organisatrice à mobilité, et c'est quand même un changement de culture, ça, hein, de pouvoir mettre en place une gouvernance partagée et qui intègre un certain nombre d'acteurs privés qui peuvent contribuer à l'offre globale qui est mise en place. Ben c'est un peu nouveau par rapport à une collectivité qui définit, ben moi je suis responsable de l'organisation des services, donc je mets tel et tel service en place, et les offres privées peuvent se développer si elles veulent, mais on n'est pas forcément dans une organisation la mieux coordonnée possible. Donc là, ce qu'on imagine, c'est que la collectivité, elle est pas forcément donneur d'ordre dans cette démarche-là, elle est plutôt tiers de confiance. Et elle dit, ben voilà, voilà les objectifs publics que je recherche, et je vais essayer de créer le cadre qui va faire en sorte que j'atteigne mes objectifs et qui permette à chacun de se positionner, de jouer un rôle. Pour les acteurs économiques, c'est important aussi parce que ça permet de sécuriser leur modèle économique s'ils arrivent à s'intégrer, comme j'ai dit tout à l'heure, dans un système organisé avec le tiers de confiance collectivité. Et puis enfin, les derniers acteurs qui représentent les usagers et tous les générateurs de mobilité. Donc voilà la restitution rapide de notre étude. Comme l'a dit Benoît, donc sur le site IngeChef, vous voyez une synthèse de quelques pages et puis un rapport plus complet d'une 50aine de pages si vous souhaitez approfondir. Donc, je vous propose, si vous avez quelques questions, et sinon on passera au débat avec nos deux intervenants. Alors, je vois pas le chat et tout, donc je sais pas. Merci Folco et Benoît pour cette présentation. Je crois pas qu'il y ait de questions, donc on peut enchaîner avec le débat avec Philippe Rapin d'Urban Radar et Benjamin Jean, Inno3. Et je passe la parole à Folco pour animer ce débat. Très bien. Alors, donc Philippe Rapin et Benjamin Jean, donc ce sont deux des 8 experts qu'on a interrogés qui ont accepté de faire une interview avec nous suite à notre diagnostic qu'on a réalisé et qui ont pris du temps pour partager leur vision et qui là aussi acceptent
de partager et de participer à ce débat. Et donc, je les remercie vraiment sincèrement. Donc, le sujet, le débat qu'on souhaite poser aujourd'hui, c'est donc on a vu que ça pouvait être que l'approche par les communs peut avoir un intérêt et qu'elle est différente de la gestion des données aujourd'hui et qu'elle impose un nouveau paradigme et de nouvelles approches. Donc, le débat qu'on proposait, c'était quelle nouvelle posture et quelle organisation en interne et en externe, donc avec les acteurs du territoire, pour les collectivités qui souhaiteraient mettre en place une telle démarche. Donc, je vais peut-être je peux laisser d'abord Philippe et Benjamin se présenter, voilà, expliquer un petit peu leur structure. D'où on vient, d'accord. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être là. D'autant plus que bon, j'adhère à beaucoup de choses que vous venez de présenter, et c'est aussi la raison de la création d'Urban Radar. Urban Radar, moi je viens du bureau d'études à la base, planification de transport, bureau d'études, et Urban Radar en fait est une solution technologique qui, pour reprendre vos termes, est positionné entre le fournisseur et l'appropriateur de la donnée. L'objectif étant du constat, j'ai envie de dire sociétal, que j'ai pu faire dans ma carrière, que les collectivités territoriales n'avaient pas nécessairement les bons outils pour tirer profit, pour tirer parti de la donnée disponible sur le territoire. Donc, c'est une solution tech où on se positionne finalement en outil technologique pour accompagner le tiers de confiance, qui peut être une qualité, parce que l'outil technologique demande une certaine expertise, spécialisation, qui a une meilleure valeur, une meilleure qualité certainement, une meilleure valeur sociétale si finalement le coût est partagé entre, si c'est une solution plus standardisée, partagée entre plusieurs collectivités. Donc nous, on facilite l'acquisition, le partage du traitement de la donnée, pour le pilotage du territoire et avec ce fonctionnement qui est celui que vous venez de présenter, Folco, par rapport à ce positionnement de tiers de confiance et de partage des communs. Très bien. Merci Philippe. Benjamin, je vous laisse vous présenter rapidement. Oui, merci beaucoup pour cette invitation et pour ces échanges qui ont précédé. Donc Benjamin Jean, je suis le fondateur du cabinet Nocube. Cabinet Nocube, c'est un cabinet de conseil qui est spécialisé sur tout ce qui est démarche d'innovation ouverte, je dirais, au sens ultra large, je peux rentrer dans les détails. Et concrètement, ça se traduit notamment par tout ce qui est définition et mise en œuvre de stratégies liées à la collaboration dans des réflexions, soit en matière de logiciels, en matière de données, en matière d'open source hardware, voire d'autres types de ressources qui peuvent être menées, et nos compétences, c'est à la fois lié à tout ce qui est lié à la propriété intellectuelle, aux aspects licensing, tout ce qui est plus mise en place de processus au sein des organisations, je pense que j'ai un peu plus standard, et tout ce qui est mise en place de cadres de collaboration au sein de communautés, donc dans les logiques un peu plus justement de commun ou d'écosystème. Et on travaille beaucoup aujourd'hui, c'est tout l'intérêt, je pense, ce que je peux apporter en tout cas à vos échanges. On travaille beaucoup avec les collectivités et les acteurs privés sur la mise en œuvre de logiques de commun, donc de produire des ressources ouvertes et partagées au sein d'une communauté qui définit les règles de fonctionnement de la ressource et de la communauté, que ce soit en matière de données, en matière de logiciels, et en fait on se rend compte que le tout s'imbrique de toute façon de manière assez étroite. Très bien. Merci. Alors, je vais vous poser d'abord une première question. Là, on a présenté, on a montré que l'approche par les communs pouvait avoir un grand intérêt. Je voulais avoir un petit peu votre point de vue. Et vous qui connaissez des collectivités en France et dans le monde, qu'est-ce que vous y voyez comme intérêt, vous, pour les politiques publiques? Alors, Benjamin, si vous voulez commencer. Alors, ce que je peux dire, pour partir du plus actuel, c'est que la crise sanitaire qu'on a subie, qu'on a partagée, a été un bon exemple de la nécessité d'avoir un certain nombre de données partagées entre multiplicité d'acteurs. Et donc, je pense notamment à tout ce qui est données liées aujourd'hui, on parle beaucoup des vaccins, mais avant ça, c'était aussi à qui la contamination, la circulation du virus. Et je pense que plus globalement, la crise du Covid a amené les acteurs
publics à s'intéresser aux notions de résilience, de sobriété, de souveraineté. Ça, c'est des termes qu'on entend énormément. Mais on les entend surtout avec peut-être plus de fonds et de matière qu'auparavant, parce que les acteurs concernés savent qu'à comprennent l'intérêt de contrôler, mais en tout cas d'être suffisamment partie prenante des ressources qu'ils utilisent pour s'assurer qu'elles continueront à fonctionner le jour où ils en auront réellement besoin. Là où on a bien vu que quand en fait face à des crises comme ça, finalement tout se déboussole un peu, tout le monde est déboussolé et c'est pas, on peut pas s'appuyer sur un contrat. Si on peut, mais ce que je veux dire, c'est qu'on c'est pas suffisant pour s'assurer que le service soit réellement fait. Et donc il y avait cette logique de concrètement, est-ce que je suis en capacité moi de répondre à mes besoins? Et les communs répondent vraiment à ça. Pour on va reprendre la parole. Le plan France Relance s'appuie énormément sur la production de ressources communes, donc ouvertes, partagées, dans le but de financer non pas quelques grands comptes une seule fois et puis on va pouvoir même plusieurs fois, mais au contraire de participer d'une part à structurer un écosystème et aussi à faire en sorte que des ressources qui n'existaient pas auparavant puissent exister pour en capaciter les acteurs d'un certain nombre, je pense à l'inclusion numérique, parce qu'on bosse beaucoup avec l'NCT, mais en tout cas dans quelques secteurs comme ça, il y a eu cette démarche de comment faire en sorte que les acteurs puissent se doter des ressources dont ils ont besoin et qu'ils participent à la maintenance des ressources en question. Et ensuite, peut-être juste deux autres exemples que j'avais cités lors d'un dernier échange, parce qu'ils sont assez en avance. La Rochelle, dans le cas de la Rochelle Zéro Carbone, qui est une plateforme, je pense que c'est assez clair sur ses objectifs, qui est à la fois un projet logiciel et un projet data. Donc là, a été conçu comme un commun dès le début, un peu à l'exemple d'un autre projet qui je trouve vraiment intéressant de commun, c'est Decidim, qui là a été initié par la ville de Barcelone il y a quelques années, dans l'idée dès le début de faire en sorte que ce soit un projet, parce que c'est un projet qui était nécessaire pour avoir une participation de la société civile à la vie politique. Et dès le début, ils ont conçu le projet de telle sorte à ce qu'il y ait plusieurs acteurs qui puissent participer au projet et qui puissent prendre part à la gouvernance et faire en sorte qu'il y ait une communauté qui se crée en parallèle de la création du produit. Et aujourd'hui, le constat, c'est que la communauté a dépassé le visage quand c'est Barcelone, et qu'il y a énormément d'autres acteurs qui utilisent la solution, et ça se fait d'une manière complètement ouverte, partagée, dans une vraie logique de commun. Donc La Rochelle, c'est à son échelle, mais assez intéressant aussi, une initiative assez similaire. Très bien, merci Benjamin. Ça permet d'être très concret sur des exemples précis. Philippe, est-ce que vous voulez réagir sur Oui. quel est l'intérêt pour vous des communs Alors effectivement, nous, on s'intéresse sur Urban Radar principalement au transport, au sujet des mobilités. Et en écoutant Monsieur Jean, là aussi, je suis complètement d'accord. Il y a le point essentiel que je note, c'est la résilience et le pragmatisme. La résilience, et notamment, je fais référence à la durée de vie des open data, qui sont certains communs, nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que beaucoup d'open data qui ont été versés à l'époque de la plus grande mode des open data n'ont pas été maintenus et donc n'ont plus de valeur. Et on voit effectivement assez rapidement d'ailleurs un changement dans les politiques ou une prise de conscience dont vous êtes les parfaits exemples autour de la table là, mais une prise de conscience du besoin de maintenir les données et les communs pour assurer la résilience. Ça, c'est une chose. Et ensuite, le pragmatisme, et j'y pensais notamment quand vous citiez Barcelone, on travaille avec Barcelone sur l'optimisation des livraisons urbaines, du fret urbain. Et ce qui est caractéristique de la ville de Barcelone, c'est le pragmatisme. Le pragmatisme les communs, oui, mais ne rentrons pas dans la philosophie trop poussée et l'intellectualisation de qu'est-ce qu'un commun, etc. C'est des cas d'usage pratiques pour une utilité citoyenne qui, comme ils disent, pour une utilité citoyenne qui est finalement l'utilisateur ou le client final de toutes les activités qu'on peut avoir. Et un troisième point sur les communs et de ce qu'on voit dans les transports, et ça va à vitesse grand V, ce qui est fascinant sur la révolution des transports
constatons en ce moment, c'est la confluence publique-privée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, j'ai travaillé énormément sur notamment les partenariats publics-privés, les concessions en France ou à l'international, qui étaient encadrés naturellement contractuellement, ou tout comme une DSP, mais aujourd'hui, dans les nouveaux modèles presque de société, les choses sont beaucoup plus fluides. Les intervenants privés, les acteurs économiques privés du territoire sont dans un sens beaucoup moins encadrés ou encadrables. Et je pense notamment à la logistique urbaine, je pense aux mobilités douces, diverses et variées, les différentes startups qui soit entrent dans de la réglementation ou pas. Mais quoi qu'il arrive, une interdépendance se crée avec tous ces nouveaux acteurs entre la collectivité qui doit apprivoiser ces nouveaux acteurs et ces nouveaux acteurs de transport qui eux-mêmes doivent comprendre et apprivoiser la collectivité. De là, du coup, il y a une interdépendance ou une codépendance qui se crée. Donc, un besoin de fait des communs. Et c'est la bataille qu'on mène pour convaincre les gens. Et c'est finalement, avant la technologie, dans notre cas, c'est certainement ce que fait Monsieur Jean, c'est énormément de travail d'accompagnement, de montrer que la mise en place des communs crée de la valeur pour tout le monde. Si je peux, pardon, rebondir pareil. Je pense qu'on allez-y, c'est un débat. D'autres exemples. Un exemple qui était intéressant lors du tout début de la crise du Covid, quand j'en parle parce que c'est très grand, ça nous a tous touchés. Lorsque les collectivités, je crois que ça s'appelait, il y avait un site C'est ouvert qui avait été lancé sur la base d'OpenStreetMap, qui permettait de savoir quels étaient les commerces qui étaient accessibles et ouverts au tout début du premier confinement. Et on s'est retrouvé face à une situation assez paradoxale et intéressante où en fait beaucoup de collectivités se sont indignées que leurs données ne soient pas présentes sur OpenStreetMap, sur le projet C'est ouvert, je sais plus si c'est le nom du projet en tant que tel, parce que en fait ce qu'avait fait le projet c'était reprendre la base d'URL, la base de données d'OpenStreetMap. Donc ils avaient pris en fait ce qui était déjà partagé comme commun, ils en avaient fait un accès qui correspondait aux besoins des personnes confinées du moment. Et les collectivités qui avaient fonctionné sur des solutions commerciales classiques, en tout cas ou avec leurs propres moyens, n'avaient pas du tout cette réactivité, cette résilience justement. En fait, elles se sont retrouvées un petit peu évincées en disant mais pourquoi est-ce qu'on n'est pas dessus, pourquoi nos commerces n'y sont pas. Et je trouvais que c'était, je suis désolé, il y a un peu le bruit des enfants derrière moi, mais je pense que c'est un bon exemple aussi de l'intérêt que présentent les communs dans des situations comme ça qu'on a du mal à anticiper en situation de crise. Et un autre exemple, là, en dehors du Covid, mais qui touche directement ces sujets aussi, dans le cadre, on en parlera tout à l'heure, mais la fabrique de la logistique, il y a un projet qui s'appelle BAC Île-de-France, qui travaille sur tout ce qui est logistique, circulation des marchandises. Et dans lequel on a retrouvé justement ce problème aussi, donc cette nécessité de réunir les acteurs publics et les acteurs privés autour de la question de quels sont les arrêtés, quelles sont toutes les réglementations qui touchent la circulation de la marchandise sur les territoires. C'est la politique publique, mais ça intéresse directement aussi un certain nombre d'acteurs privés qui sont dans ce domaine-là. Et donc, dès le début, le projet s'est vu comme un commun, sans savoir ce que ça voulait dire. Je suis un peu à la transition sur le site, mais les gens savaient qu'ils voulaient faire un commun. Et ensuite, le chemin pour y parvenir est un peu plus compliqué. Très bien, merci. Je vais vous poser une deuxième question sur concrètement, quel est votre retour d'expérience sur la construction d'une communauté autour des communs, puisque vous êtes amené à accompagner de ces démarches-là. Philippe Rapin, je crois que vous êtes aux États-Unis en ce moment et vous y travaillez. Je crois que vous avez une expérience intéressante à partager. Oui, et très intéressante, c'est sûr. Non, sérieusement, et je vais rebondir aussi sur ce que disait Monsieur Jean sur BAC IDF. Donc, en étant dans la logistique, avec qui nous travaillons, et je vais commencer par un contre-exemple dont j'avais prévu de parler avant même que vous parliez de BAC IDF. Sur la mise en place notamment des arrêtés ou une réflexion des communs sur les arrêtés municipaux, dans ce cas-là, appliqués à la logistique urbaine, qui est très spécifique. Ce que je constate,
et ça fait partie des problèmes de la mise en place des communs, c'est qu'il y a BAC-IDF, il y a Interlude, il y a des villes qui ont créé leur propre démarche. Donc en fait, on a plusieurs initiatives de communs qui se font concurrence, qui ont différents types de financement, qui ont des intérêts politiques et d'ego et commerciaux divers et variés, qui, à mon avis, du coup, troublent naturellement le message. De ce qu'on peut voir, et notamment en parlant aux collectivités qui sont là, bon, c'est quoi? On fait du BAC-IDF, on fait de l'interlude, on fait de quoi? Bref, c'est un peu sur quel cheval faut-il qu'on mise pour mettre nos ressources. Et ma crainte, en étant pragmatique, c'est que du coup, ils se font une concurrence entre eux et ils oublient le principe même de leur action qui est de bénéficier de la société et les communs. Et ça, c'est un truc que je constate. J'avais pas prévu nécessairement de donner les noms précis, mais c'est en tout cas ce que je constate et c'est ce qui se passe en ce moment même en fait. Donc on va voir où est l'issue, mais c'est très intéressant de voir ces démarches parallèles qui finalement, cette mise en place des communs parallèles qui finalement risque d'être contre-productif. Sachant que je ne prends pas parti pour l'un ou l'autre ou un tiers. Ensuite, du coup, ça m'amène aux exemples des États-Unis. Et donc là, de ce qu'on appelle l'Open Mobility Foundation, qui est parti dans un autre sens, qui était, là on parle de trottinette électrique, donc c'est très particulier aussi, mais qui était en un nouveau mode de transport qui se développe, vitesse grand V, qui prend de court toutes les villes. Chaque ville demande à obtenir les données pour comprendre le comportement, pour améliorer la planification, la réglementation, etc. Et au tout début des trottinettes, donc là je suis basé à San Francisco, je rentre en Europe d'ailleurs le mois prochain, mais au tout début des trottinettes à San Francisco et aux États-Unis, chaque ville demandait les données à mettre avec le principe des communs, mais sous format différent. Donc de ce qui s'est passé, c'est que la ville de Los Angeles, qui a un gros leadership sur les mobilités, a dit on va créer un standard de données, un standard de commun. Et très rapidement, avec un côté pragmatique qui est un peu, c'est pas l'union fait la force, mais avec un côté pragmatique, mais une animation aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est une animation qui a été faite, financée au début et faite par la ville de Los Angeles, qui est une méga ville, mais qui est maintenant devenue indépendante. Petit à petit, finalement, toute l'industrie s'est liée autour du commun. Parce que ces données de trottinettes électriques en particulier et de gestion de voirie participent, les villes, les collectivités intéressées à participer à ça, d'un point de vue très opérationnel, en partant de leur cas d'usage, et aussi les acteurs économiques, donc les fournisseurs ou les opérateurs de trottinettes. Du coup, on a une industrie publique-privée qui s'est mise en place pour travailler sur des communs sans concurrence, avec un côté, donc on est aux États-Unis, il y a le côté public-privé, les enjeux sont un petit peu différents et la position idéologique est un peu différente, mais avec finalement maintenant cette OMF qui devient un standard, potentiellement un standard mondial pour les trottinettes et surtout, ils ont prévu, et ça fait partie de toute la démarche, d'intégrer entre guillemets la révolution des mobilités. Donc aujourd'hui, on travaille aussi sur les standards liés à la logistique urbaine et au stationnement, etc. Et à terme, les drones, enfin, vous pouvez tout imaginer. D'accord. Mais voilà. Donc une réponse un peu longue, mais pour donner l'exemple des communs, une approche américaine qui est un petit peu différente. Très bien. En tout cas, c'est très, très concret. Merci. Benjamin Jean, une dernière intervention et puis après, on va conclure la conférence, si vous voulez bien. Pour rebondir et finaliser là-dessus, moi, je converge complètement sur ce qui a été évoqué. Je pense que l'approche française, finalement, est assez similaire d'un point de vue à ce que vous évoquiez. C'est-à-dire que là, concrètement, lorsque les collectivités se mettent à partager des données en open data, elles font, au début, elles faisaient toutes différemment. Et avec par exemple, tout le travail qui a été fait au sein d'Open Data France, il y a eu un vrai travail de spécification, de standardisation, justement, du type de données et de la manière dont les données étaient partagées. Et c'est nécessaire. En fait, les interfaces, ce sont les premiers communs qu'on va produire avant même d'ailleurs de partager les communs en tant que tels.
Et ce qui me semble important, parce que là c'était le cas et on le retrouve par ailleurs, c'est qu'il y ait une vraie réflexion le commun en lui-même. Là, j'ai l'exemple de BAC de France. Dès le début, il se voulait être un commun, mais il ne savait pas comment faire. Et il y a eu un accompagnement qui s'est fait dans le cadre de la fabrique de la logistique, qui est une structure qui a été créée pour accompagner les acteurs de la logistique, qui vise à faire en sorte que ce commun converge avec d'autres communs similaires, de telle sorte à ce qu'il n'y ait pas plusieurs communautés qui modélisent. Et c'est un peu, je finirai avec ça, mais ça me permet d'en parler aussi. Ce qui est en train de se faire dans le cadre de l'appel à commun qui a été lancé par l'ADEME sur la résilience du territoire. Donc, c'était une autre initiative qui est assez intéressante, parce qu'il y a un acteur public qui dit, bon, je vais financer non plus des projets, mais des ressources qui sont déjà des communs, donc des critères différents et des types de financement qui sont plus les mêmes. Et en fait, ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que les répondants avaient des projets qui eux-mêmes étaient assez complémentaires et parfois se recouvraient les uns les autres. Et donc, dans l'appel à commun, il y a eu cette phase de faire se retrouver, converger et faire en sorte que les communautés travaillent ensemble pour produire des communs qui étaient ceux qui seraient ensuite financés. Donc, en termes de politique publique, il y a une vraie prise en compte, et c'est pas simple, et les outils contractuels ne sont pas là non plus. Donc, il y a encore un peu de travail, mais en revanche, les choses convergent et se rapprochent plus du bon sens, c'est toujours bien quand on approche du bon sens aussi sur ces sujets-là. Et les communs font de plus en plus se concrétisent, deviennent de plus en plus tangibles, ce qui est aussi une excellente chose. J'arrête là-dessus, parce que j'aurais plein d'autres exemples à vous partager. Mais... Non, mais c'est passionnant, on aimerait bien continuer. Donc on va conclure. Je vais laisser la parole à Guillaume. Juste pour les collectivités, sur l'appel à projet résilience des territoires sur les communs, là, il est encore possible de se positionner ou c'est clôturé? Oui, c'est complètement le cas. En fait, il y a différentes vagues de financement. La première a été passée. Il y en a une toutes les 6 mois, et donc il y en aura d'autres. Ok. Donc pour les collectivités qui sont intéressées, on vous y encourage. Merci. Merci à vous pour ces échanges très, très intéressants et surtout avec des exemples concrets qui permettent de mettre en perspective l'étude qui avait été faite auparavant. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'avoir un échange avec Madame Dolores Laop, vice-présidente de l'Association des DRH des grandes collectivités, qui pourra nous dire quelques mots sur les perspectives en matière de ressources humaines cette fois-ci. Un autre exemple dans lequel on sait qu'on va devoir faire beaucoup de choses dans l'avenir et qui pourra nous apporter quelques éclaircissements. Je vous laisse la parole. Il y a le micro qui n'est pas enclenché. Voilà. On devrait vous entendre. Ah non. Non, il est toujours éteint le micro. Oui. Non, mais il est pas allumé. Non? Vous avez essayé sur la barre du bas là Et si je fais ça, c'est voilà. mieux? Oui. Ah, ça marche. Bon, c'est beaucoup mieux. On va finir par y arriver. Merci beaucoup. Alors d'abord, Merci beaucoup d'être présente déjà, de pouvoir partager avec nous ce moment. Et ben, je vous remercie de nous avoir conviés à cette conférence qui est très intéressante. En tout cas, voilà, moi je suis vice-présidente de l'association et aussi par ailleurs DGA à la ville de Clermont-Ferrand. Et je suis en charge des ressources humaines, de la relation usagée et de la transformation digitale. Très bien. Et donc, j'ai pris connaissance de l'étude que vous avez menée, que je trouve extrêmement intéressante parce que vous l'avez abordée non pas par très outils, très instrumentation, mais par une service public. Et donc, qui donne ce cadre de référence qui est celui de la théorie des communs. Et donc, comment, eh bien, ça pose la question quand même de l'adaptation du service public
et des organisations, là je prends ma casquette RH, et de l'organisation du changement culturel que ça implique, et donc de l'impact sur l'organisation, sur les métiers, puisque ça nécessite aussi, ça appelle de nouvelles compétences. Vous parliez de la valorisation des données, de la négociation privée publique, de cette position de tiers de confiance, et donc de cette posture aussi qui a à modifier, ou en tout cas à faire évoluer dans nos organisations. Et donc, je suis très, très heureuse que l'association soit sollicitée et participe de cette réflexion sur les données et dans ce cadre qui est celui du bien commun. Alors, sur les perspectives, en RH, je pense que là, il y a tout à construire, et quelque part, par où commencer, comment s'y prendre. Et je pense que le vecteur RH est vraiment une entraînement. Hein. Là, dans les exemples qui sont présentés ce soir, c'est le sujet de la mobilité. Il y a un exemple très, très intéressant dans l'étude sur la santé publique. Et je pense que la RH, l'entrée RH est une entrée qui peut être tout à fait fertile, parce que voilà, là on touche alors à la transformation des organisations que sous-tend ce modèle. Donc voilà, moi j'ouvre plutôt ce soir cette conférence sur travaillons ensemble, menons une démarche, engageons les communs, le commun sur les ressources humaines, et l'association est tout à fait partante pour s'engager dans cette voie-là. Très bien, merci beaucoup. Effectivement, nous aussi, on pense aussi que l'étude qui a été menée, c'est une première étape. C'était un gros travail qui a été effectué, et je remercie encore toutes les personnes qui ont participé à sa conception, à sa réalisation et à la réflexion qui a été portée. Et c'est vrai que on souhaite pouvoir poursuivre avec d'autres associations pour pouvoir justement s'enrichir mutuellement, et l'association des DRH des grandes collectivités pourrait, dans ce sens, nous apporter aussi ses compétences et connaissances du sujet. Donc on reprendra contact avec vous pour justement voir comment mettre au point la suite des études. Et on souhaite aussi poursuivre justement avec la CASDEN, qu'on remercie encore une fois, ce travail pour justement l'engager de manière plus large avec un certain nombre d'associations, la ATF qui pourrait aussi participer. On avait l'ADTINET qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui souhaitait aussi s'engager dans cette voie, peut-être l'AITF qui pourra suivre aussi. Donc voilà, nous c'est notre point de vue, c'est d'essayer de fédérer et de pouvoir travailler tous ensemble pour justement apporter des réponses pragmatiques et concrètes pour les collectivités, pour pouvoir améliorer les fonctionnements et rendre un meilleur service aux usagers, aux citoyens. Est-ce que vous avez un dernier mot? Est-ce que quelqu'un veut intervenir avant de clore? Non? Folco, est-ce que tu avais une dernière chose? Puisque tu étais le grand organisateur de cette soirée, donc je te remercie encore pour cette... Merci à Benoît de m'avoir rejoint dans cette aventure, et merci aux intervenants qui ont apporté beaucoup de richesse à notre production. Donc on va relayer l'enregistrement qui a été fait. Oui. On n'était pas très nombreux ce soir, mais on va essayer de relayer l'audience, parce que les contenus de la conférence méritent d'être
peut-être largement partagé. Exactement. Oui, je souscris tout à fait. Et je pense que justement, il y a, je dirais qu'on pourrait prendre la conférence de ce soir et d'abord qui était très intéressante, très enrichissante, et de se dire que il y a certainement on est au début d'un parcours, hein, et donc cet enjeu, si intellectuellement, parce que le terme de pragmatisme est beaucoup revenu, concret, enfin en tout cas, je pense qu'on a peut-être une approche aujourd'hui encore un peu trop intellectuelle, un peu trop abstraite. Et donc dans l'étude, hein, vous faites un état des lieux qui est très éclairant sur là où on en est, hein, de cet enjeu-là. Et on voit bien qu'on a quand même une marche à franchir en termes de sensibilisation, en termes de prise de conscience, en termes de positionnement aussi, je dirais presque politique, hein, sur le sujet. Et donc là, il faut prendre son bâton de pèlerin, je dirais, pour et à partir d'exemples très concrets comme ce soir, je trouve que c'est vraiment une bonne approche, et je m'engage en tout cas au nom de l'association à relayer et à s'engager dans cette voie-là qui je pense est quand même d'abord de la responsabilité des collectivités territoriales, et puis avec tous les intérêts pour les usagers des territoires qui ne sont pas à démontrer, quoique je pense que voilà, il va falloir y aller aussi par l'exemple. Parfait, très bien. Bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, donc, vous pourrez retrouver effectivement, je le dis encore une fois, mais toutes les informations et la donnée, l'analyse et le rapport complet sur le site internet d'ingchef.fr. Donc, je vous engage à y aller, et comme ça, vous aurez le complément d'informations nécessaires. Et puis, on se donne rendez-vous bientôt pour justement la suite des événements. Je vous remercie. Très bien. Bonne soirée. Au revoir.